Je suis Michel Gaudet et je fais cette présentation en français pour le Dr John Molotte. Le but de cette conférence est de sensibiliser le public aux personnes qui deviennent sensibles aux produits chimiques auxquels nous sommes exposés à chaque jour. Ce que vous apprendrez aujourd'hui est que l'hypersensibilité chimique multiple, en abréviation HCM, est une condition physique réelle et que les personnes atteintes d'HCM se considèrent comme des canaris, nous avertissant que la pollution contribue aussi à toutes sortes d'autres maladies. Et ce que je veux vraiment vous apprendre, c'est comment répandre le message des canaris. J'ai commencé ma pratique familiale en 1976 et mon intérêt à la médecine de l'environnement a débuté en 1981. À cette époque, je suivais une patiente avec de nombreuses plaintes pour lesquelles je ne trouvais rien, ni aucun des spécialistes consultés. Un jour, elle s'est rendue chez un praticien de la santé qui a radicalement changé son régime alimentaire et elle a constaté qu'il y avait plusieurs aliments qui provoquaient ces plaintes. Et quand elle a suivi son régime alimentaire, les symptômes ont remarquablement diminué ou même disparu. Après cela, j'ai commencé à voir d'autres personnes qui se plaignaient d'allergies alimentaires. Ce n'était pas des allergies, ce n'était pas de l'urticaire, ce n'était pas l'asthme qui était provoqué, mais ces patients semblaient avoir divers symptômes provoqués par de nombreux types d'aliments qu'ils ne pouvaient tout simplement pas tolérer. Ensuite, j'ai commencé à voir des personnes qui semblaient réagir à tout, en particulier une dame, que j'ai nommée la femme au cigare. Un jour, lors d'une consultation, elle s'est plainte que quelqu'un fumait un cigare dans mon bureau et que cela la rendait malade. Personne dans mon bureau ne fumait. Je suis allé vérifier dans la salle d'attente. J'ai même vérifié le couloir et les bureaux de chaque côté, mais il n'y avait personne fumant le cigare. Je me demandais comment j'allais l'approcher concernant cette désillusion potentielle ou même une tumeur cérébrale. Pour être bien sûr que j'avais raison, que personne ne fumait un cigare, j'ai vérifié à l'étage plus bas. Et surprise, dans un bureau sous le mien, un homme fumait le cigare. Ce que nous avons appris au cours des années, c'est qu'il existe une constante de la maladie environnementale. Ces patients ont des plaintes chroniques impliquant des systèmes multiples, en particulier le cerveau. Ils ont des symptômes de fatigue inexpliqués, un déclin des facultés cognitives, ils ont du mal à rester concentrés, ils ont parfois de la difficulté à trouver leurs mots durant une conversation, ils souffrent de douleurs chroniques, parfois localement comme des maux de tête récurrents, et parfois c'est plus répandu, comme la fibromyalgie. Leur sommeil est perturbé, le plus souvent ils se plaignent que le sommeil ne leur redonne pas leur énergie. Ils ont des changements d'humeur tels que l'anxiété et la dépression. Ils se plaignent de problèmes gastro-intestinaux et souvent de problèmes respiratoires. Ces patients sont également plus susceptibles d'avoir le syndrome du côlon irritable, des symptômes de gaz, ballonnement, diarrhée, constipation. Ils ont également des brûlures d'estomac. Ils ont une vessie irritable, ils doivent uriner plus souvent et doivent parfois se lever durant la nuit. Les migraines sont plus fréquentes, ainsi que les allergies, l'asthme et l'eczéma. Et ils sont souvent sensibles à des choses comme les odeurs chimiques, les aliments, les changements du climat, le chaud, le froid, le bruit, la lumière intense. Et le stress est plus significatif, leurs examens routiniers de laboratoire sont le plus souvent normaux. Nous posons le diagnostic selon les détails du schéma. Si la plainte principale est la fatigue exacerbée après un effort minimal avec un temps de récupération prolongé, souvent plus de 24 heures, nous diagnostiquons un syndrome de fatigue chronique. Si le symptôme principal est une douleur répandue, nous l'appelons fibromyalgie. Si les symptômes ne sont provoqués que dans certains bâtiments, nous l'appelons le syndrome du bâtiment malsain. Et si le patient a des symptômes provoqués par des expositions à plusieurs produits chimiques, nous l'appelons l'hypersensibilité chimique multiple. Ces patients présentent souvent plus d'une de ces 4 conditions. Quelle est la fréquence de ces conditions? Examinons les statistiques sur diverses conditions chroniques que nous connaissons bien.
tels que le diabète, les maladies cardiaques, le cancer, les accidents cérébrovasculaires ou ACV, l'Alzheimer, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson. Regardez ces chiffres obtenus par l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes en 2010. Maintenant, regardez ceci. L'hypersensibilité chimique multiple, la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique sont assez fréquents. Et ce qui est encore plus courant, c'est d'avoir plus d'une de ces conditions. C'est plus fréquent que le cancer, plus fréquent que l'ACV ou la maladie d'Alzheimer. Examinons plus attentivement les canaries. Les personnes souffrant d'hypersensibilité chimique multiple, elles présentent des symptômes d'exposition à certains produits chimiques. Leur condition est chronique. Elles réagissent à des niveaux tolérés par tous et qu'elles toléraient auparavant. Mais les symptômes disparaissent ou au moins s'améliorent lorsque ces irritants sont éliminés. Elles réagissent également à de multiples produits chimiques qui sont structurellement indépendants et bien sûr, les systèmes impliquent plusieurs organes. Les personnes souffrant d'hypersensibilité chimique multiple réagissent à de nombreuses choses communes à l'environnement, surtout les fragrances, pas seulement les parfums, mais des produits parfumés de lavage, des désodorisants, des adoucisseurs de tissus. Elles réagissent aux peintures et aux colles, et aux produits utilisés pour les rénovations, les produits de nettoyage, les nouveaux tapis, certains matériaux de construction, les meubles neufs, les pesticides, les gaz d'échappement des véhicules, et la liste s'allonge encore et encore. Que savons-nous des raisons qui rendent les personnes avec l'hypersensibilité chimique multiple si sensibles? L'une des choses que nous savons maintenant est que ces personnes sont plus susceptibles d'avoir des anomalies des gènes contrôlant la désintoxication, c'est-à-dire la décomposition des produits chimiques dans les cellules. Et si vous ne pouvez pas bien détoxifier, il est probable que vous en serez affecté. Et ce dommage aux cellules peut être mesuré. Nous l'appelons stress oxydatif. Nous savons aussi que les neurones, les cellules des nerfs, peuvent devenir sensibles aux produits chimiques. Nous possédons un système naturel de détoxification. À l'intérieur de chacune de nos cellules, parce que chaque cellule a des réactions chimiques où sont fabriqués des sous-produits qui doivent être décomposés et éliminés parce qu'ils sont toxiques et peuvent causer du dommage. Nous devons les décomposer, les détoxifier et les éliminer des cellules et les éliminer de notre corps. Nous avons donc un système de désintoxication. C'est lui qui décompose les médicaments. Il détruit toutes sortes de produits chimiques étrangers qui entrent dans notre corps, pas seulement les produits naturels produits par le métabolisme cellulaire. La cellule se débarrasse de produits en les mettant dans la circulation sanguine, et nos foies et nos reins sont les spécialistes à décomposer et à éliminer des produits de notre corps. Les sous-produits de ces réactions chimiques qui sont toxiques sont appelés oxydants. Ils sont également connus sous le nom de radicaux libres. Et lorsque ce système de désintoxication est surchargé et que nous avons trop d'oxydants, cela provoque des dommages. Dans les cellules, c'est ce que nous appelons le stress oxydatif. C'est pourquoi nous avons besoin d'antioxydants dans notre alimentation pour nous protéger contre les oxydants. Je ne change pas vraiment le sujet ici, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les piments brûlent? C'est parce qu'ils stimulent des capteurs dans le système nerveux et ils envoient un message de chaleur intense au cerveau. Vous pouvez manger un piment qui sort du réfrigérateur ou même du congélateur, mais vous sentirez encore une sensation de brûlement. C'est parce qu'il y a un ingrédient dans les piments appelé capsaïcine qui produit une sensation de chaleur. Il est utilisé dans les bombes au poivre. C'est ce que nous prenons lorsque nous allons camper dans les bois si nous voulons éloigner les ours. C'est ce que la police utilise pour étouffer les émeutes des étudiants. Nous le vaporisons dans le visage des gens et les yeux brûlent et leur nez brûle. Et si vous l'inhalez, vous toussez. Alors, les médecins ont développé un test d'inhalation de la capsaïcine.
Nous donnons des quantités mesurées de capsaïcine à inhaler et nous pouvons étudier le mécanisme de l'atout. Et nous pouvons utiliser ce test pour déterminer si les différents médicaments contre l'atout sont efficaces. La capsaïcine stimule les capteurs dans les bronches, les irrite et nous avons le réflexe de tousser. Ces capteurs sont aussi sensibles aux produits chimiques et c'est en rouge sur la diapo pour une très bonne raison parce que les patients atteints d'HCM sont hypersensibles à l'inhalation de la capsaïcine. Lorsque nous testons les patients atteints d'HCM avec une inhalation de capsaïcine, ils commencent à tousser avant tout le monde parce que les capteurs sensibles aux produits chimiques sont activés. Un autre mot est surrégularisé. Le seuil pour stimuler une réponse est abaissé car ils sont devenus sensibilisés. Cela a été prouvé après des tests en double issue sur ce qui signifie que ni les patients ni les observateurs ne savent s'ils inhalent la capsaïcine jusqu'à l'ouverture des enveloppes pour savoir qui a réagi et qui n'a pas réagi. Il ne s'agit pas seulement d'une ou deux études, mais de 16 études qui ont été publiées en 10 ans, montrant que les patients atteints d'HCM réagissent de manière accrue à la provocation par la capsaïcine, ce qui démontre l'hypersensibilité du capteur. Il n'existe pas d'études négatives utilisant cette technique. Il existe aussi d'autres études des HCM. Le scan de la fonction du cerveau, une analyse du cerveau qui se fait en prenant une photo, souvent en ajoutant un colorant qui est absorbé par le cerveau, afin de pouvoir le visionner plus clairement. Un scan des fonctions cérébrales est une analyse dans laquelle nous demandons au cerveau d'effectuer un certain type d'activité. Parce que cette partie du cerveau est plus active, il y a plus de sang dans cette zone, il absorbera plus de colorants et semblera plus brillant à l'écran. Donc, lorsque nous effectuons des scans de la fonction du cerveau en exposant les patients atteints d'HCM avec des odeurs chimiques, ils répondent différemment des personnes normales. Nous ne semblons pas voir de différence sur le scan du cerveau au repos. Mais quand nous le vérifions après un test chimique, les différences apparaissent beaucoup plus clairement. Les patients avec l'HCM traitent les odeurs différemment selon ces scans du cerveau. Ils ont aussi un réflexe d'audition anormal. Et nous avons également découvert quelque chose appelé le métabolome, qui est une mesure très complexe de milliers de produits chimiques. Les données sont recueillies à l'aide de hautes technologies et nous sommes en mesure de démontrer des différences dans le mode de métabolisme humain dans diverses maladies chroniques, y compris les HCM. Le profil est différent. Révisons ce que nous avons appris sur les hypersensibilités chimiques multiples. Nous savons que les personnes avec l'HCM sont probablement de moins bons détoxificateurs. Nous savons qu'ils sont plus susceptibles d'avoir un stress oxydatif parce que nous sommes en mesure de le mesurer en laboratoire. Nous savons que le stress oxydatif peut causer des dommages aux capteurs de produits chimiques dans le système nerveux. Et nous savons, que les patients atteints d'HCM ont des capteurs hypersensibles aux produits chimiques. Nous savons aussi que leurs scans de fonction du cerveau sont différents comparés à d'autres personnes. Alors pourquoi que l'hypersensibilité chimique n'est-elle pas reconnue comme réelle? L'une des raisons est qu'elle ne correspond pas à notre compréhension de la toxicologie. Pourquoi les gens réagiraient-ils à de faibles doses que tout le monde tolère? Il est difficile de prouver quand nous exposons des patients à des produits chimiques avec des odeurs, nous avons du mal à cacher l'odeur, etc. Il est difficile de prouver l'hypersensibilité chimique avec des provocations aux produits chimiques. Certaines personnes ne croient pas que la réaction aux produits chimiques à faible dose est possible, et ils en concluent que c'est une condition psychiatrique. Nous savons que des opinions qui remontent aux années 1990 sur l'hypersensibilité chimique sont fausses, mais continuent d'être citées dans la littérature médicale. Il y a un manque d'éducation dans les écoles de médecine. Les médecins ne reçoivent aucune formation sur les conditions d'HCM, le syndrome de fatigue chronique et de la fibromyalgie.
Maintenant, nous avons un nouveau paradigme pour la toxicologie. Ce n'est pas nécessairement basé sur une dose élevée. La Dr. Linda Birnbaum est directrice du US National Institute of Environmental Health Sciences et du National Toxicology Program aux États-Unis. Elle a publié les énoncés suivants. Des expositions à des milliers de produits chimiques environnementaux restent dans des niveaux de dose jugés sûrs, mais un nombre croissant de données suggère le contraire. On constate des effets de bas niveau provenant de dizaines de produits chimiques, incluant des produits chimiques industriels, des plastiques, des plastifiants, des pesticides, des agents de conservation, des détergents, des ignifugeants, des crèmes solaires et plusieurs autres. Prouver l'existence des hypersensibilités chimiques a été difficile. Essayer de faire réagir des patients de manière scientifique à des expositions chimiques et de pouvoir faire des observations a été très difficile. Les études réalisées ont été très controversées. Une des raisons est qu'il est difficile de masquer une odeur chimique. Alors certaines personnes ont essayé d'utiliser d'autres produits chimiques. Mais les patients avec des hypersensibilités chimiques pouvaient facilement réagir aux deux. Ils ont essayé d'utiliser un clip de nez afin que les patients ne puissent pas détecter l'odeur même s'ils inhalent l'agent. Malheureusement, certains patients chimiquement sensibles ont constaté que leurs yeux brûlaient lors d'exposition et par conséquent, ces études n'étaient pas considérées comme scientifiquement précises. Il y avait d'autres problèmes de conception. Par exemple, si vous faites un test chimique dans un environnement qui est contaminé, ou si les patients ont déjà eu des expositions chimiques d'autres sources sur le chemin du laboratoire pour les tests, il était déjà malade et ne pouvait pas déterminer s'il réagissait à des produits chimiques réels ou à un simulacre. Alors, le consensus d'opinion basé sur ces tests chimiques est qu'il n'y a pas de preuve de l'existence des HCM. Lorsque cette étude a effectivement été publiée, de toutes les études de dépistage chimique, même si des études de dépistage de la capsaïcine avaient été effectuées, elle n'a pas été inclue dans la révision. L'examen systématique, comme vous le voyez de cet article, conclut qu'il n'y a aucune preuve de l'existence d'hypersensibilité chimique. Quelle est la preuve que l'HCM pourrait être une condition psychiatrique? Bien, il y a une présence accrue d'anxiété et de troubles de l'humeur. Ce que cela signifie, c'est que si vous avez des antécédents d'angoisse ou de dépression, vous êtes plus susceptible de devenir chimiquement sensible. Cependant, vous êtes également plus susceptible de développer d'autres conditions médicales chroniques. Cela ne signifie pas que les maladies psychiatriques sont en cause. Certes, les symptômes de se sentir moche, de facultés cognitives diminuées, de douleurs inexpliquées, de fatigue inexpliquée, etc., sont également des symptômes d'angoisse et de dépression, de sorte qu'il peut y avoir confusion. Mais quand on vérifie les traitements psychiatriques pour l'HCM, ils ne fonctionnent pas. Il existe quelques études de cas individuels publiées dans la littérature sur l'usage de la psychothérapie. Peut-être en essayant un médicament antidépresseur sur un patient, il y a eu quelques cas signalés montrant du succès dans la littérature, mais il n'y a pas de test contrôlé randomisé. En d'autres termes, aucun essai important d'utilisation de ces médicaments pour voir s'ils fonctionnent mieux qu'un placebo. Certainement pas d'études à double insu dans lesquelles les patients ne sont pas sûrs s'ils reçoivent un placebo ou un véritable médicament. Il n'y a pas de suivi à long terme sur l'un des cas qui ont été signalés dans la littérature pour voir si le succès du traitement était réellement maintenu. Le dernier rapport publié dans la littérature date de 12 ans. Qu'en est-il de l'expérience du patient? Selon de grandes enquêtes, la psychothérapie peut aider à faire face à la maladie. C'est une maladie difficile à subir. Vous ne pouvez pas prendre les transports en commun. Vous avez de la difficulté à participer aux événements sociaux. Vous avez du mal à travailler parfois et vous devez faire face à la stigmatisation des personnes qui ne vous croient pas. Alors, la psychothérapie peut vous aider à endurer,
Mais si vous utilisez une psychothérapie pour traiter l'HCM comme condition psychiatrique, cela n'aide pas. En fait, lorsque des médicaments sont essayés, tels que les antidépresseurs, ils sont plus susceptibles de nuire et de causer des symptômes que d'aider. En ce qui concerne la présence observée d'anxiété et de troubles de l'humeur avec les hypersensibilités chimiques, vous devez savoir qu'il y a une augmentation. Comme je l'ai déjà indiqué, il existe une présence accrue d'anxiété et de troubles de l'humeur avec de nombreuses autres affections chroniques, y compris des troubles neurologiques tels que l'épilepsie, la sclérose en plaques, les accidents vasculaires cérébraux, la maladie de Parkinson. Des maladies comme la tension artérielle, les maladies respiratoires telles que les allergies, la rhinite et l'asthme, les maladies gastro-intestinales telles que les ulcères et le syndrome du côlon irritable. Et il existe des troubles métaboliques et auto-immunes comme le diabète, la maladie de la thyroïde, le lupus et l'arthrite, qui représentent également des troubles de l'anxiété et de l'humeur. Leur présence signifie que ces choses sont plus susceptibles de se produire ensemble, mais cela ne signifie pas un lien de cause. Cela signifie simplement que c'est un facteur de risque. Si vous avez des antécédents d'angoisse et de dépression, vous êtes plus susceptible d'avoir une santé biologiquement amoindrie dans le futur. Si l'on considère les opinions citées dans la littérature médicale par les organismes médicaux officiels, nous pouvons voir à quel point elles sont obsolètes. La California Medical Association avait une opinion critique en 1986, mais en 1993, ils l'ont reclassée comme uniquement historique. L'American College of Physicians avait une position négative en 1989, mais en 1996, ils ont déclaré ne pas avoir de position. L'American College of Occupation and Environmental Medicine, 1991-1993, déclaration négative sur les HCM. L'American Medical Association, une opinion négative en 1992. L'Organisation mondiale de la santé, une opinion négative en 1996. L'American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, opinion négative en 1999 et un document précédemment adopté en 1986. La dernière organisation médicale avec une opinion qui a été publiée, c'est en 1999, il y a 18 ans. Il y a clairement un manque d'éducation dans les écoles de médecine. Rien n'est enseigné en formation de premier cycle à propos de ces trois conditions, en particulier en ce qui concerne l'impact de l'environnement sur la santé. Les étudiants n'apprennent même pas comment faire un historique d'exposition environnementale. Il n'y a pas de formation post-universitaire dans aucune spécialité au sujet de l'environnement. Et cela comprend la pneumologie, la neurologie, la cardiologie, etc. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons maintenant un programme de formation en santé environnementale pour les résidents en pratique de médecine familiale de 3e année. Ce programme est parrainé par le ministère de la Santé de la province de l'Ontario. Nous l'avons développé de concert avec le département de médecine familiale et communautaire de l'Université de Toronto et l'École de santé publique d'Ala-Lana, également l'Université de Toronto. Cependant, nous avons des difficultés à attirer les résidents à suivre cette formation de 3e année. Il n'y a tout simplement pas d'intérêt. Voici une photo prise de notre stand alors que les résidents de 2e année viennent considérer les programmes de 3e année dans diverses disciplines. Aucun d'eux n'est intéressé par le nôtre. Voici encore plus de preuves du manque d'éducation médicale. Nous avons effectué un sondage auprès des médecins dans les centres de santé communautaires de l'Ontario et voici les résultats. Il existe un inconfort significatif envers la capacité de diagnostiquer dans 92,7% des répondants au sondage, et ceux qui étaient totalement ou un peu à l'aise avec un traitement pour les HCM représentent un grand total de 7,3%.
Les médecins, les infirmières patriciennes, etc. ne savent pas comment diagnostiquer les HCM et ne sont pas plus à l'aise pour les traiter. Le biais vocal des traînards. Les traînards réfèrent au dernier groupe de personnes à essayer ou adopter une nouvelle idée. Ils n'aiment pas le changement. Ils acceptent de nouvelles choses seulement lorsque forcés de le faire. Nous les appelons les traditionalistes. Ils ne croient que les recettes éprouvées. Ils sont réticents à changer, surtout s'ils ont été bruyants et vocaux, et pourtant dans l'erreur. Alors cette citation « Entre les soins de santé que nous avons et ceux que nous pourrions avoir existe non seulement une lacune, mais un gouffre. » Qui a dit cela? The Institute of Medicine of the United States. Voici une autre citation. Diffuser l'innovation est un défi majeur dans les soins de santé, et ça provient du Journal of the American Medical Association. C'est la réalité. L'information qui se trouve dans la littérature médicale est très lente à être diffusée et appliquée dans la pratique de la médecine de façon routinière. L'innovation de nouvelles idées explique comment de nouvelles idées se répandent dans toute la population. Il s'agit d'un graphique d'une répartition normale de la population. La plupart des personnes appartiennent au groupe jaune et orange. C'est le groupe le plus important. Le vert représente les chefs de file d'une nouvelle idée. Le jaune est quand l'idée commence à émerger dans la population, quand on se rend dans la partie orange de la population. L'idée devient acceptée par un grand nombre. En bas, à l'extrémité gauche, les innovateurs, 2,5% de la population, les gens qui conçoivent les idées auxquelles personne d'autre n'a pensé, et puis il y a les adopteurs précoces, des personnes qui changent et adoptent rapidement de nouvelles idées. Et puis il y a la majorité anticipée, alors que les idées commencent à être acceptées. Le courant dominant arrive quand la majorité tardive accepte aussi, et maintenant c'est devenu normal. Et ici, à l'extrémité droite, 16% de la population représentent les traînards. Ils sont lents et réticents au changement. Les individus sont plus susceptibles d'adopter une innovation s'ils pensent que ça pourra les aider. Plus ils acquièrent de connaissances, plus ils sont susceptibles d'adopter le changement, parce que ça commence à faire du sens et ils le comprennent mieux. Toutefois, l'innovation doit être compatible avec ce que ces gens pensent, ce qu'ils ressentent et ce qui a été leur propre expérience, ce dont ils ont besoin. Sinon, ils seront réticents à changer. Les adopteurs précoces obtiennent l'information des innovateurs. Ils doivent répandre le message du changement. Ils doivent être vus. Ils doivent être un exemple de changement. C'est ainsi que les changements progressent dans la société. Ils doivent être entendus. Ils doivent expliquer aux autres pourquoi le changement est nécessaire. Une lettre à l'éditeur, ce n'est pas suffisant parce que le lendemain, ce sera la nouvelle d'hier. Vous devez parler au monde, vous devez répandre le message, ça nécessite des interactions sociales. Vous devez utiliser les médias sociaux pour diffuser le message. Nous devons expliquer les hypersensibilités chimiques. Nous devons aider les gens à comprendre de quoi il s'agit. L'Agence danoise de protection de l'environnement a déclaré que sur la base des données épidémiologiques, c'est-à-dire l'étude de schéma de la maladie, l'HCM est une réalité. Le Center for Disease Control des États-Unis a déclaré que le parfum n'est pas approprié dans un environnement de travail professionnel et que certains des produits parfumés pourraient nuire à la santé des travailleurs ayant des hypersensibilités chimiques. C'est la clé. Ils reconnaissent la condition et ils ont cessé de permettre des parfums en milieu de travail. Hôpitaux. Il est difficile pour les patients atteints d'HCM d'obtenir des soins médicaux dans un hôpital lorsqu'ils sont exposés à de nombreux polluants chimiques. Des directives concernant les HCM en milieu hospitalier ont donc été élaborées en Australie et maintenant en Ontario. L'hôpital Quint de Belleville a récemment adopté des directives pour l'HCM. Plusieurs hôpitaux de l'Ontario, y compris tous les hôpitaux universitaires, sont maintenant des milieux sans parfum.
Si vous voulez faire passer le message, vous pouvez citer l'éditorial du Journal de l'Association médicale canadienne d'octobre 2015, parce qu'ils ont souligné ce qui suit. Les lois fédérales et provinciales sur les droits de la personne exigent une accommodation des employés hypersensibles aux senteurs en milieu de travail, mais pas pour les patients des hôpitaux ou des cliniques. De toute évidence, c'est inacceptable. Il ajoute qu'on a identifié une famille de récepteurs dans les nerfs sensoriels. Ce sont les récepteurs de capsaïcine qui sont reconnus dans mon monde en tant que potentiels canaux récepteurs transitoires. Les récepteurs sensibles à la capsaïcine ont été identifiés comme preuve que les patients peuvent devenir sensibles aux odeurs chimiques. Ils ont déclaré que des milieux hospitaliers exempts de parfums artificiels devraient devenir une norme universelle et que des programmes d'éducation et de promotion devraient faire partie des normes d'accréditation. En d'autres mots, vous devez informer et promouvoir des politiques sans parfum et les respecter, les appliquer, afin de maintenir votre accréditation en tant qu'hôpital. Ils ont également indiqué que jusqu'à ce que cela se produise, les hôpitaux devraient déjà prendre l'initiative individuellement, en particulier dans les espaces où les patients hypersensibles attendent, les salles d'attente. Mentionnez à votre entourage ce que le Journal de l'Association médicale canadienne dit à ce sujet. Voici autre chose à mentionner. Le Canada compte 3 cliniques de santé environnementale financées par la province, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et en Ontario. L'HCM est reconnu par la Commission canadienne des droits de la personne comme un handicap avec droit d'accommodation. En Ontario, l'HCM est reconnu par la Commission ontarienne des droits de la personne. On y trouve une clinique de santé environnementale financée par la province. J'y travaille. Cette clinique est affiliée à l'Université de Toronto en tant qu'institut d'enseignement, de sorte que nous recevons des étudiants en médecine à notre clinique. Nous recevons des résidents dans notre clinique qui s'intéressent à la santé environnementale. En 2013, le ministère de la Santé a financé une analyse de rentabilisation d'un centre d'excellence en santé environnementale et les résultats de cette proposition ont initié l'élaboration d'un groupe de travail en santé environnementale. Ce groupe de travail également avec l'Association des hôpitaux de l'Ontario vers une stratégie améliorée de maisons de soins de longue durée, ce qui signifie que nous essayons de créer des logements pour l'usage futur de personnes atteintes d'HCM lorsqu'elles deviendront des personnes âgées. Le ministère de la Santé finance un programme de formation pour les résidents de 3e année en médecine familiale dont je vous ai parlé auparavant. Ce programme est offert à la clinique de santé environnementale et nous travaillons en collaboration avec l'École de santé publique d'Ala-Lana et le département de médecine familiale et communautaire de l'Université de Toronto. Si votre médecin de famille ne connaît pas les hypersensibilités chimiques, dites-lui qu'il peut obtenir des heures d'études de perfectionnement professionnel accréditées par le Collège des médecins de famille du Canada dans 2 ateliers différents. Le premier se nomme Maladies chroniques communes et l'environnement, et l'autre s'appelle Douleurs chroniques, fatigue et intolérance chimique liées aux expositions environnementales, évaluation et gestion. Ce sont des ateliers de 3 heures. Ils peuvent utiliser ces heures d'études pour le maintien de leur permis et ils peuvent apprendre quelque chose qui peut être bénéfique pour les personnes qui souffrent d'hypersensibilité. Les patients atteints d'HCM se considèrent comme des canaris. Ceci fait allusion aux canaris dans les mines de charbon. Avant les technologies modernes, les mineurs dans le fond des mines de charbon risquaient leur vie à cause des explosions de méthane ou de l'inhalation de monoxyde de carbone. Les canaris sont plus sensibles à ces gaz que les humains. Donc les mineurs amenaient un canari dans la mine avec eux. Si le canari cessait de chanter ou tombait de sa perche ou mourait, ils savaient qu'ils devaient sortir de la mine avant qu'il ne soit tué par ces gaz ou par une explosion. Les patients atteints d'HCM se considèrent comme les canaris dans la mine. Parce que les canaris sont réels, ils avertissent le reste de la population que les polluants chimiques qu'ils peuvent détecter
et qui les affectent à des niveaux supposés tolérables ne sont pas tolérés par le grand public non plus. Ils ne le savent tout simplement pas. Ces expositions entraînent des augmentations dans de nombreuses maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, maladies immunologiques, maladies chez les enfants. Nous devons écouter les Canaries. Nous devons faire passer le message, recommander ce webinaire à tous ceux que vous connaissez, famille, amis, collègues, enseignants, médecins, politiciens. Faites savoir à tous que la pollution entraîne une augmentation des maladies. Envoyez ce lien à tous vos contacts dans les médias sociaux. Merci.